BFM Business, BFM Crypto, le club. Nos experts du club, Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale. Pierre Noisa nous accompagne également aujourd'hui, le président fondateur de Paymium. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir, un des grands pionniers de l'écosystème. Comment les pionniers voient les déboires du moment. Vous nous livrerez votre façon de penser tout à l'heure, Pierre. Et sans langue de bois, on compte sur vous. Valentin Nico aussi nous accompagne depuis Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour, on est ravis de vous retrouver. On regarde le Bitcoin en direct, toujours sous les 17 000 $ en ce moment. 16 548. Quel potentiel technique d'après vous, Valentin ? Alors, quel potentiel technique? Avant de parler de technique, je sais que vous en avez déjà assez parlé sur la chaîne, mais je vais quand même encore évoquer le news flow qui est assez, qui est très négatif depuis la faillite de FTX et qui domine ces derniers jours dans des marchés en règle générale qui sont très psychologiques en ce moment. C'est vraiment pas une bonne chose. Et il semble quand même indispensable de l'évoquer pour vos auditeurs et qui sont notamment investisseurs également. Et donc dans ce néo-marché qui avait un besoin de crédibilité et d'un côté professionnel d'ailleurs qui était en bonne voie avec l'intérêt des institutionnels qui progressaient et un schéma global en progression constante, ça a mis un gros coup quand même sur la confiance globale. Et les prétentions, on va dire, de nouvelles monnaies d'échange s'éloignent à mesure que la volatilité forcément augmente sur ce marché. On ne pourra pas avoir d'échanges commerciaux de haut vol et d'un point de vue volume sans que ça soit un minimum stable. Donc, bien évidemment, pour les gens qui croient beaucoup sur ces projets, c'est quand même dommage. Donc, une confiance globale qui prend un sacré coup, et il faudrait donc pour vos éditeurs dire d'attendre éventuellement que la fumée retombe avant d'attaquer l'analyse technique. Et une fois que fondamentalement on attend que le marché réagisse et puis se calme, là on pourra éventuellement faire des plans techniques. Si pour les plus actifs qui les plus impatients, on pourrait, c'est vrai, évoquer les 17 000. Voilà, c'est sûr qu'il y aura un signal d'achat si on repasse au-dessus des 17 000 sur le Bitcoin. Et pour l'Ethereum, il en est de même. Donc c'est des sortes de trading range, donc depuis la mauvaise nouvelle qui sont en train de se former. Et si on dépasse les 1300 sur l'Ethereum, là on pourrait éventuellement s'y réintéresser et être plus positif. Mais dans un moment comme en ce moment, c'est pas possible d'avoir une décision fixe et il vaut mieux attendre que tout ça se calme. Merci Valentin. Valentin Nico, des conseils de prudence donc à ceux qui nous suivent. Valentin Nico depuis Bourse Direct. Grégory Raymond et Pierre Noisa nous accompagnent. Alors c'est vrai qu'il y a tous les jours de nouveaux développements dans l'affaire FTX et cette question qui reste en suspens. Qui, dans les acteurs français par exemple, qui sera éclaboussé, qui se retrouvera éclaboussé par cette affaire FTX, au-delà de ceux qui avaient directement investi leur argent dans FTX. On a vu The Coin House communiquer. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu étonnant, Grégory, que Coin House soit à ce stade la seule société européenne à annoncer des pertes liées à FTX? Oui, c'est assez étonnant. On imaginait qu'il y aurait des communications en cascade avec des mauvaises nouvelles, des implications liées à FTX. Et pour l'instant, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. On peut douter, je pense, de la communication de certaines entreprises, mais on peut les comprendre aussi, parce que si on disait qu'il commençait à y avoir un problème, on pourrait déclencher un bank run, une panique bancaire, et donc quelque part une faillite autoréalisatrice. Donc voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que Genesis, BlockFi, en l'espace de 48 heures, il y a 2 semaines, disait tout va bien jusqu'à ce qu'ils gèlent les retraits. Donc en fait, ça peut se passer, mais vraiment d'une seconde à l'autre. Moi, ce que je conseille, bien sûr, je pense que Pierre sera d'accord, c'est de tout stocker à froid ou alors mettre sur des plateformes vraiment dont on sait qu'elles sont sûres. Je pense que Paymium en fait partie. Tout à fait. Fait partie. Mais voilà, il faut faire très très attention et il y a certainement des cadavres dans le placard. Il n'empêche que beaucoup d'investisseurs, surtout ces toutes dernières années, ont profité du développement d'intermédiaires faciles d'accès, des plateformes bien faites, mais pas forcément suffisamment régulées pour mettre un premier pied dans les cryptos. Si j'ai investi en passant par un intermédiaire en tant qu'investisseur, est-ce que je peux me retourner contre cet intermédiaire si FTX en effet a eu un impact sur mes investissements? Alors en théorie non, parce que vous savez, quand on vous promettait un rendement, par exemple chez CoinHouse, en 3, 4, 5, 6% annuel, il y a toujours un risque. Il y a un placement sûr à 100%, ça n'existe pas. Et le rendement, c'est ce qui paye en fait votre risque. Donc
On peut pas vraiment en vouloir à un prestataire comme ça. Le seul angle d'attaque, si je puis me permettre, c'est si jamais les conditions d'utilisation ne présentaient pas le risque de perte en capital, ou si dans la communication, le marketing, on ne faisait pas état de cette possibilité de risque. Ce qu'on peut dire sur Coinhouse, malheureusement, on va encore parler d'eux, mais c'est les seuls qui ont communiqué sur des pertes pour l'instant, donc c'est eux qui sont au centre de l'attention. Le prix de la transparence, là, en Voilà, l'occurrence. c'est le prix de la transparence. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils avaient à peu près 40% de leur livret crypto, le livret de rendement, qui était placé sur un prestataire qui, lui, a des problèmes de liquidité liés à FTX. Est-ce que c'était judicieux de mettre 40% sur un acteur comme ça? Aujourd'hui, c'est facile de dire non. Mais à l'époque, il y a encore 3 semaines, un mois, Genesis était un acteur vraiment référence. Donc voilà, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et on a une vision sur l'état de santé des grandes plateformes d'investissement européennes aujourd'hui? Alors, on a fait le tour avec The Big Whale dans un dossier spécial ce matin. Alors parmi les grandes plateformes qu'on connaît, par exemple, il y a Bitpanda, c'est les Autrichiens qui sont disponibles en France. Il y a à peu près 4 millions de clients, donc c'est quand même assez important pour une entreprise européenne. Alors eux, ils disent qu'il n'y a aucun souci. L'avantage, leur chance, on va dire même, c'est qu'eux, ils ne proposaient pas de produits de rendement. Donc forcément, ils n'avaient pas à faire circuler les cryptos un peu de partout. Et la loi autrichienne oblige une ségrégation entre les fonds de la société, les fonds des clients. Voilà, peut pas y avoir des flux en catimini comme il s'est passé, par exemple avec FTX. Donc Bitpanda, ok. Swissborg s'est dit aussi en pleine santé. Eux, ils justifient en disant nous, on n'a pas eu besoin de passer par des acteurs centralisés type Genesis qui aujourd'hui trempent dans FTX. Ils disent nous, on est passé que par la DeFi pour procurer du rendement. Donc voilà, il n'y a pas de problème. La DeFi aujourd'hui, là, ça paraît la solution un peu miracle. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, c'est passé. En France, c'est relativement OK aussi. Le point qui nous a intéressé, l'entreprise qui suscite un peu d'inquiétude, c'est Nexo. C'est une entreprise d'origine bulgare qui aujourd'hui est enregistrée à Londres. Donc c'est 5 millions de clients à peu près, donc c'est quand même une boîte assez importante. Eux, on va dire qu'il y a un petit souci dans le sens où ils ont été audités par le même cabinet d'audit que FTX. Aujourd'hui, certifie que les réserves de Nexo sont OK. Ils ont encore des taux de rendement autour de 12%. Vu les conditions de marché, c'est vraiment décorrélé. Donc moi, ça me fait me poser pas mal de questions. Et aussi, selon nos informations, ils démarchent beaucoup de prestataires comme s'ils étaient à la recherche de liquidité, à la recherche d'utilisateurs. Voilà, il ne faut pas non plus ruer dans les brancards. Ça ne veut pas dire que demain Nexo va faire faillite. Mais il y a quelques faisceaux d'indices qui montrent que tout ne fonctionne peut-être pas normalement, quoi. Parmi les plateformes par lesquelles on peut investir, il y a Paymium aussi. Ça tombe bien, son président fondateur est avec nous, Pierre Noisa. Pierre, Paymium, est-ce qu'FTX a eu un impact sur les clients, sur ceux qui vous ont fait confiance et qui vous font encore confiance pour placer leur argent? Alors, on n'a fait aucune promesse de rendement et donc nos clients ne sont évidemment pas impactés et nous n'avons aucun rapport avec FTX. Nous n'avons jamais eu de compte chez FTX ni chez aucune des sociétés que Grégory a citées. Nous considérons chez Paymium que les cryptos sont assez volatiles pour ne pas chercher de rendement à effet de levier, puisqu'en fait, quand vous prêtez, vous faites du lending, vous placez vos cryptos et dans l'espoir de gagner, mettons, 5% par an, voire plus pour certains, mais on oublie le risque d'en perdre 100% en fait de ces cryptos. Alors même que cette crypto va varier de 10 à 20% dans une journée. Donc j'ai toujours pas compris l'intérêt de le faire. Soit on est la seule position qui tienne dans les cryptos, c'est une position longue, c'est-à-dire se dire si je place aujourd'hui dans Bitcoin, j'ai un horizon devant moi de 3 ans par exemple avant de liquider ma position. Si on n'a pas cette capacité d'épargne, je dirais, c'est dangereux d'aller sur les cryptos. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des variations fortes, alors que historiquement, on a vu que sur 3 ans, on était gagnant, je dirais à peu près à coup sûr sur la base de l'historique. Donc ça a toujours été ma recommandation à titre personnel, c'est dire si vous avez 3 ans devant vous, investissez dans les cryptos, dans Bitcoin, parce qu'aujourd'hui elles sont en preuve d'enjeu et là il y a d'autres dangers qui arrivent, qui est un danger de dilution. Mais sur Bitcoin, vous n'avez pas de danger de dilution parce que c'est en preuve de travail.
travail. Et si vous avez 3 ans devant vous, vous êtes gagnant historiquement à tous les coups. Mais alors voilà, allez-y, je vous Voilà, interrompu. donc je pense que c'est la recommandation qu'il faut faire à ceux qui nous écoutent. Surtout, ne faites pas de prêts collatéralisés, comme on dit, dans l'espoir de gagner 5% par an, parce que ça, c'est pas une bonne... Et encore 5%, c'est le bas de la fourchette. Oui, c'est ça. Et vous avez une rémunération qui est relativement modeste pour un risque qui est très grand. Donc ne le faites pas. Et le staking qui est l'autre promesse de rendement qu'on entend, qui est basée sur la preuve d'enjeu. Donc ce sont des chaînes, des coins finalement, des nouvelles monnaies qui vous rémunèrent avec leur propre monnaie. Donc c'est une sorte de logique circulaire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on affaiblit l'offre sur le marché. Ça oblige les gens à garder cette monnaie et pas la vente. C'est le principe de la preuve d'enjeu. Donc on essaye d'affaiblir l'offre parce que la demande, on sait que la demande en face peut être sujette à des variations. Donc c'est un moyen un peu artificiel en termes de théorie des jeux. C'est aussi extrêmement dangereux, surtout quand il y en a beaucoup. S'il y en avait qu'une, je dirais que le danger serait relativement faible. Mais à partir du moment où elles se multiplient, vous en avez des centaines, il y a un gros risque sur les monnaies à preuve d'enjeu. Et Ethereum pourrait toucher, même si Ethereum a le plus gros écosystème, donc est relativement abrité parce qu'il y a cette valeur d'usage qui existe. Sur d'autres, cette valeur d'usage n'existe pas. Et là, il y a un vrai risque d'investir dans des monnaies à preuve d'enjeu. On veut des noms. Grégory. J'ai cité que Bitcoin et Ethereum. Donc zéro exposition à FTX, et on a été interrogé par le régulateur français sur ce sujet. On a pu lui répondre dans la journée immédiatement qu'on n'avait aucune exposition et que nos clients n'étaient donc absolument pas affectés. Mais pour vous, ce qui est en train de se passer, ce scandale FTX et ses répercussions pour un certain nombre de plateformes et donc d'investisseurs qui ne savaient même pas qu'ils avaient placé de l'argent en l'exposant à FTX, pour vous, ce qui se passe prouve une fois de plus que le proof of work c'est mieux que le proof of stake. Enfin voilà, c'est un échec du proof of stake ou c'est la mise à jour des risques associés au proof of stake. Oui, le risque de proof of stake, comme je disais, c'est la dilution. La dilution, donc du fait que des monnaies se multiplient, forcément vous diluez les proof of stake, les monnaies à preuve d'enjeu font un écosystème global. Et effectivement, c'est comme la monnaie fiat en fait. Si elle est fabriquée de manière incontrôlée, et aujourd'hui on ne contrôle pas cette création, vous avez des risques de dilution. Et quand les gens réalisent la dilution, c'est là qu'il peut y avoir des phénomènes de panique, et donc attention aux monnaies à preuve d'enjeu. Vous êtes abrité de ça avec la preuve de travail. Pourquoi? Parce que vous avez une sorte de prix plancher qui est celui de production en fait de la monnaie, qui est le prix du minage d'un bitcoin. Vous devez payer une facture d'électricité donc en dehors de la blockchain. J'ai envie de dire quelqu'un qui la fournit. C'est de la vraie électricité que vous avez utilisée. C'est de l'électricité de surplus. Je le dis à ceux qui nous écoutent, qui sont écologistes, que c'est pas l'électricité qui éclaire ce studio, c'est une électricité en surplus, donc en Afrique ou en Asie centrale, où il y a des infrastructures renouvelables, de l'hydraulique principalement, qui produit des surplus de manière structurelle. Donc ça pose pas du tout de problème écologique, au contraire, ça facilite le financement de ces infrastructures. Bon. Vous dites quand même le proof of stake, c'est le pire de la monnaie fiat, c'est ça que vous venez de nous dire? Non, alors oui, c'est les inconvénients sans les avantages. Exactement, parce que ça a le même défaut que la monnaie fiat, c'est-à-dire qu'en gros on peut créer autant qu'on veut, mais on n'a pas la contrepartie énergétique qui existe dans la monnaie fiat, qui est la promesse de remboursement. Dans la monnaie fiat, il y a au moins quelqu'un qui a promis de rembourser. Alors aujourd'hui, cette promesse de remboursement est un peu une fiction, parce que quand on connaît les chiffres, ne serait-ce que de la dette publique en France, c'est 3 000 milliards officiellement, en vrai c'est 8 000 milliards si on compte la dette liée aux retraites. Donc on est à peu près sûr qu'on ne pourra pas la payer, sauf alors, ce que nous répondent à ce moment-là les partisans de la monnaie fiat, c'est que la monnaie fiat finance le progrès, que le progrès technologique va faire qu'on va créer plus de richesses grâce au progrès. Sauf qu'on est tous, le mouvement écologiste, ça consiste à reconnaître que c'est la loi des retours décroissants, c'est-à-dire que le progrès, à un moment, il diminue en rythme, et à ce moment-là, vous avez un problème avec la monnaie fiat et sa dette qui revient, parce que le progrès va pas pouvoir éponger la dette indéfiniment. Les fameux gains de productivité, si vous vous souvenez, qui sont censés compenser l'inflation, c'est ça la théorie derrière l'inflation. Oui, on a un problème de gain de productivité en ce moment face à l'inflation d'ailleurs. Et c'est structurel parce que le progrès va tendre à se ralentir, la loi des retours décroissants peut s'appliquer. On n'a pas que des technologies exponentielles comme Bitcoin. Donc ça, voilà, tout ça rend un paysage un peu incertain, et les monnaies à preuve d'enjeu aggravent clairement la fragilité de ceci. Ceux qui viennent dans les cryptos pour le rendement doivent savoir qu'ils vont perdre sur le terrain de la liquidité. Ils peuvent perdre en tout cas. Ils peuvent perdre. Bon, Grégory, là-dessus, vous êtes d'accord? Oui, voilà. Clairement d'accord. Et c'est l'un des pionniers, Pierre, de cet écosystème. Vous avez créé Paymium en quelle année, Pierre? 2011. Alors, il y a 2011, vous vous rendez compte? Mais il y a eu
il y a eu plein d'épisodes comme celui de FTX depuis 2011, sauf que c'était plus petit, parce que l'écosystème était plus petit. Mais toute proportion gardée, j'ai en mémoire Bitcoinica ou MTGOX. MTGOX, c'était la première plateforme d'échange, donc c'était le Binance de l'époque, si vous voulez, qui a disparu. Donc on a eu des épisodes comme ça, sauf que c'était plus petit en volume, parce que l'écosystème lui-même était plus petit. Mais aujourd'hui, c'est le troisième exchange qui est tombé, c'est pas le premier, c'est le troisième dans la hiérarchie. Mais de toute façon, cette croissance ultra rapide depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui était suspecte, parce que vous pouvez pas, on connaît nous chez Paymium la difficulté de construire une plateforme sécurisée, réglementée, etc. Quand vous allez aussi vite, forcément il y a des impasses. Et donc ça, pour nous, ça sentait pas bon depuis longtemps, depuis sa création. Alors vous êtes aussi un Bitcoin maximaliste, on peut vous mettre dans ce camp-là? Oui, alors on dit trust minimaliste, mais on peut dire Bitcoin maximaliste. Bon, et là je suis désolé, je vais vous contrarier, mais le Bitcoin a sans doute beaucoup monté aussi ces dernières années parce qu'il y avait cette spéculation, cette quête du rendement que le Proof of Stake a encouragé. Donc c'est aussi grâce au Proof of Stake que le Bitcoin Proof of Work a progressé et a vu ses cours progresser. Vous avez tout à fait raison, Guillaume, il y a une bulle autour de tout ça qui est pas saine, et je préférerais que le Bitcoin soit, j'allais dire, à 10 000 et qu'on ait une croissance qui soit liée au Bitcoin et qu'il n'y ait pas cette espèce de nébuleuse qui crée un bruit de fond. Alors, c'était bien au début parce que ça fait venir des gens au monde de la crypto, des gens qui n'étaient pas au courant, qui sont influencés peut-être par tel ou tel marketeur. Parce que Bitcoin n'a pas de marketing. Tous ces coins qui viennent ont des équipes marketing. C'est ça la grande différence. Donc, effectivement, du fait qu'ils ont ces équipes marketing, ils font venir à bord des nouveaux venus dans la crypto. Et ça n'a pas que des avantages. Ça a du bon, comme vous dites, ça a tiré le prix vers le haut parce qu'il y a de l'adoption. Mais la contrepartie, c'est qu'on a des phénomènes de bulles qui peuvent se créer. On en a eu plusieurs. Et là, je considère qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une bulle des coins à preuve d'enjeu depuis la migration d'Ethereum, puisque Ethereum a ajouté sa pierre à l'édifice des preuves d'enjeu. Avant, c'était en preuve de travail. Maintenant, il n'y a plus que Bitcoin. Donc, c'est vrai que ça pose question sur tout cet écosystème. Mais on est peut-être en train de voir un retour à des choses plus normales. Vous arrivez à imaginer ce que devrait être le prix du Bitcoin sans cette survaleur, sans cette valeur qui a été dopée par la spéculation liée à ces promesses de rendement incroyables des altcoins? Je l'imagine surtout sans tous les freins à l'adoption qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez. Ce qui serait sain, c'est que Bitcoin croisse parce qu'on lève des freins, par exemple, le considérer comme une monnaie, puisqu'aujourd'hui, il y a des pays qui le reconnaissent comme une monnaie. Je ne vois pas de raison juridique pour que ce ne soit pas une monnaie. À partir du moment où le Salvador et d'autres disent que c'est une monnaie. Donc, ça devrait être une monnaie et traitée comme telle. Donc, à partir de là, la fiscalité pourrait être simplifiée également. Si c'est la fiscalité d'une monnaie, pour les commerçants, ce serait beaucoup plus facile de l'accepter. Donc, l'usage grandirait. Et ça, ce serait beaucoup plus sain que de le faire grandir par les équipes marketing de coins concurrents à preuve d'enjeu. Et c'est donc ce que les airdrops, c'est pas votre truc, quoi, Pierre Noisin. Je ne pense pas que ce soit très simple. Le Proof of Reserve, est-ce que si le Proof of Reserve était obligatoire, on aurait pu éviter un scandale FTX et les cryptos s'en porteraient beaucoup mieux? Est-ce que c'est la solution, le Proof of Reserve? Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle Proof of Reserve? Si ça consiste juste à dire, pour une plateforme, à dire, j'ai par exemple 100 bitcoins en garde et je peux vous montrer dans la blockchain que j'ai 100 bitcoins, évidemment, ça ne vaut rien, puisque ce qu'il faut, c'est à ce moment-là regarder l'encours client. Combien il y avait réellement de bitcoins dus au client pour prouver les 100 bitcoins en question qu'elle annonce, la plateforme. Aujourd'hui, les plateformes se contentent d'annoncer j'ai tant de bitcoins en encours, et donc vous pouvez vérifier dans la blockchain qu'ils y sont. Ça n'est évidemment pas comme ça qu'on fait une preuve de réserve. La preuve de réserve, ça consiste à rentrer dans la base de données relationnelle, classique pour le coup, de la plateforme, et faire ce que font les commissaires aux comptes chez Paymium. Tous les ans, ils regardent nos comptes, combien on a de clients, notre encours, etc. C'est ça que Paymium fait. Donc tous les ans, nous, on fait une preuve de réserve à usage de commissaires, de professionnels. Les personnes dans la rue, je dirais l'investisseur de détail, il doit se fier à un comptable, à un expert comptable pour auditer les plateformes. On ne peut pas lui demander juste de regarder dans la blockchain ce qui se passe. Ce serait naïf de croire qu'on prouve quoi que ce soit dans la blockchain. En plus, on peut imaginer qu'une plateforme se fasse même prêter des fonds sur des adresses qu'elle contrôle. Donc rien. C'est arrivé là. Oui, c'est ça. Donc toutes les manipulations sont possibles. Le seul juge de paix, c'est un expert comptable, un commissaire aux comptes ou un cabinet d'audit. Et c'est ce que nous faisons chez Paymium tous les ans. Donc la preuve de réserve, oui, quand c'est comme chez Paymium, une fois par an et de manière professionnelle. La blockchain ne permet pas de tout montrer, effectivement, parce qu'une entreprise, comme toutes les entreprises, elle a des dettes. Elle peut les avoir prêtées. C'est pas la blockchain qui va C'est exactement. On est dans le domaine du droit et c'est off-chain, ce qu'on appelle chez nous off-chain, c'est des obligations off-chain. Donc celles-là, elles ne sont pas dans le smart contract, elles sont ailleurs. Et donc
Donc il n'y a que l'expert comptable assermenté ou le cabinet d'audit qui peut faire une preuve de réserve. Comme donc attention à l'illusion de sécurité que pourrait apporter la proof of reserve. L'illusion de sécurité crée un danger et un risque supplémentaire encore. En plus, dans ce secteur, tout le monde estime qu'avec la technologie, on va tout solutionner. Enfin, on appelle ça vraiment le solutionnisme technologique. Et en fait, non, là, c'est vraiment un tiers humain, un auditeur, un cabinet qui fait référence, qui arrivera à vraiment prouver. Non, mais sauf que là, ce qui vient de se passer, l'affaire FTX, c'est surtout une affaire de centralisation. C'est une plateforme centralisée qui a échoué, qui a même manifestement trahi. Est-ce que l'une des solutions, et elle va encore donner raison à certains acteurs de la crypto, dont vous faites partie d'ailleurs, Pierre, est-ce que l'une des solutions, c'est donc la DeFi, la finance en l'occurrence décentralisée, les plateformes décentralisées plutôt que les plateformes centralisées comme FTX? Alors, sur le papier, oui, mais attention, il y a des bons acteurs, il y en a qui sont moins sérieux. Par exemple, Aave est un acteur qui a rarement été pris en défaut, si ce n'est même jamais, mais il y a eu des produits DeFi, par exemple le stablecoin UST, qui a craché au printemps dernier. Il avait énormément de succès, il a été proposé chez plein d'acteurs et en fait ça s'est révélé être un Ponzi. Donc ce qu'il faut faire, c'est aussi de l'audit en fait dans la DeFi. Il faut analyser les smart contracts, il faut un peu comme un cabinet d'audit va vérifier les réserves d'une plateforme. Donc il faut être très très sérieux et faire ces audits mais extrêmement régulièrement. Donc la DeFi, oui, mais à condition que ce soit bien fait, extrêmement bien contrôlé. Sachant qu'auditer un smart contract, aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué pour un cabinet d'audit que d'auditer des comptes dans une base de données SQL classique. Probablement. Mais l'intérêt avec la DeFi, c'est qu'on voit tout ce qui se passe. Et l'affaire FTX n'aurait pas pu arriver si c'était entièrement sur la blockchain. Et Aave, que vous avez cité, a été la cible d'une attaque, c'est ça, avant-hier? Aave ? Ouais. Une attaque spéculative. Ouais. Mais ils ont résisté, ils sont toujours là, Aave. Oui, c'est bon. Le protocole n'a pas été mis en défaut. Oui, et la DeFi n'empêche pas le wash trading, ce qu'on appelle le wash trading, c'est-à-dire c'est la main gauche qui vend à la main droite et donc des volumes faux. Donc il y a plein de problèmes qui ne sont pas réglés par la DeFi, quand même, faut le dire. Ouais. Il y a le point faible de la DeFi, tu l'as souligné aussi, c'est les stablecoins. C'est-à-dire qu'il y a quand même une promesse de PEG, de remboursement, de convertibilité éventuelle dans une monnaie fiat. Donc cette promesse-là, à mon avis, la DeFi peut pas la garantir et ne résout pas ce problème-là. Bon, Cathie Wood, elle voit toujours le Bitcoin en 2030 à $1 million. Voilà. Pour remonter le moral, attention, investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, tout ça reste très spéculatif, mais $1 million, c'est tout à fait faisable si on regarde macroéconomiquement la place que peut prendre Bitcoin par rapport au pétrodollar, par rapport à l'or, par rapport à d'autres actifs. Oui, mais en 2330 alors. Non, ça peut être rapide si les freins, notamment fiscaux et réglementaires, si d'autres États que le Salvador l'adoptent, ça peut aller assez vite. Mais ça reste spéculatif, comme vous dites, Guillaume. Tout à fait. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Pierre Noisal, président fondateur donc de Paymium depuis 2011. Ça s'appelle un visionnaire et il nous accompagne régulièrement dans ce club BFM Crypto. Merci Pierre d'être passé nous voir. Un autre visionnaire. Vous avez créé quoi? Le premier média crypto décentralisé, c'est ça? Bientôt décentralisé. Bientôt. On est le média du Web3, mais on sera bientôt le média Web3. Co-fondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Donc, l'autre Big Whale, juste, c'est The Coinbase. Ils détiennent 10% des bitcoins, c'est ça, Coinbase? Oui, en gestion, oui. Coinbase, ouais. Donc c'est une baleine, la vraie baleine, c'est Coinbase? Ah oui, je suis obligé de le dire. Non, mais c'est une vraie question. C'est la promesse de décentralisation du Bitcoin quand on apprend que Coinbase détient 10% des bitcoins. BitGo tient aussi en garde un quantité considérable de. Bon, après, ils appartiennent aux clients, mais bon, c'est sûr que. C'est quand même des points de vigilance. Ouais, exactement. Bon, merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin Nicot était avec nous aussi depuis Bourse Direct. Bonne soirée, bon retour. Messieurs, dans un instant, la finance traditionnelle fait son retour. Le CAC 40 est en hausse de 0,4% et on reconquiert les 6700 points. On s'en reparle juste après la pause dans 2 minutes. À tout de suite.